Quelques mots sur ICOMOS. ICOMOS France, comme vous le savez, c'est le Comité national d'ICOMOS international. C'est une association, loi 1901, qui est forte de près de 1200 membres et professionnels de tous ordres, qui œuvrent à la protection, à la sauvegarde, à la conservation, à la mise en valeur du patrimoine et du patrimoine mondial en particulier, sous l'égide de l'UNESCO. Et pour ce faire, mène des actions d'expertise, de sensibilisation, de conférences, des colloques et produit des publications sur des thèmes patrimoniaux divers. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'inaugurer avec vous ce premier ICOMOMENT. C'est un nouveau format qu'ICOMOS France a mis au point afin de fournir du contenu, des débats et permettre d'une manière différente, dématérialisée, d'être plus accessible, d'être à un plus grand nombre de personnes. C'est un premier moment qu'on voudra tenir régulièrement. C'est un temps de partage pour mieux nous connaître, mieux nous faire connaître les travaux, les réflexions qu'ICOMOS France mène auprès de ceux qui ne participent pas toujours aux groupes de travail nationaux ou internationaux, à ceux qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux événements que nous organisons et qui pour autant ont des choses à dire ou souhaitent en tout cas entendre des débats sur des questions qui touchent les patrimoines en général. Nous avions également envie de proposer un nouveau format qui soit accessible à l'ensemble des collègues francophones avec qui nous avons des liens étroits, et vous savez que c'est une des raisons d'être des comités nationaux que de dialoguer à l'échelle internationale afin que des savoirs s'enrichissent de la manière la plus ouverte possible. Voilà pour l'introduction. Donc aujourd'hui, nous avons choisi pour ce soir de mettre à l'honneur les travaux d'un de nos groupes de travail au sein d'ICOMOS, le groupe Sites, Paysages et Espaces Patrimoniaux, qui est un groupe de travail très productif, comme vous allez le voir, qui existe depuis 1995, qui fut longtemps piloté jusqu'en 2023 par Jean-Pierre Thibault, il parlera tout à l'heure, et qui vient de passer la main à un binôme composé d'Anne-Catherine Garméninger et Charlotte Pingou, à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Ce groupe porte également ses travaux au niveau international. Il a travaillé en 2021-2022 sur le thème du patrimoine au service de la solidarité entre ville et campagne, travail qui a été mené en partenariat avec la Fédération régionale des parcs naturels et régionaux de France, qui a donné lieu à à un colloque au mois de septembre 2022 à Strasbourg et dans le parc naturel des Vosges sur lequel nous allons venir maintenant, mais aussi à la publication d'actes parus en l'automne 2023 que vous pouvez trouver également et acquérir auprès d'ICOMOS France. C'est donc ce thème dont il s'agit ce soir, et je tiens avant tout à remercier le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique et solidaire de leur important soutien pour ces travaux. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite de passer un très bon moment en notre compagnie. Je donne la parole à Anne-Catherine et Charlotte Pingou. Merci de votre attention. À vous, Charlotte ou Anne-Catherine. Catherine, je t'en prie. Bonjour, donc je suis Anne-Catherine Gamerdinger, je suis géographe urbaniste, je travaille essentiellement sur des problématiques patrimoniales et j'ai intégré ce groupe de travail il y a une petite dizaine d'années parce que justement ces travaux reflétaient cet intérêt de conciliation entre les patrimoines naturels et culturels avec une vision et une réflexion globale et dynamique du patrimoine. Et Charlotte Pingou, donc voilà, j'ai aussi rejoint le groupe il y a aussi une bonne dizaine d'années maintenant. À l'époque, j'étais en poste au Centre des Monuments Nationaux et je travaillais surtout sur les travaux de restauration et de réparation des monuments historiques. Et depuis, j'ai rejoint le ministère de la Culture en tant qu'archéologue. Dès lors, j'ai rejoint la sous-direction de l'archéologie et je travaille plus particulièrement sur la planification du territoire et le rapprochement des droits du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme. Ce qui m'a permis justement de me nourrir au sein de ce groupe qui justement a une vision plurielle sur les patrimoines et dont on vous parlera tout au long de ce colloque. Du coup, on va peut-être présenter le groupe.
Oui, je ne vois pas si elle partage, pardon, Ah oui. du PowerPoint, hein. Alors pour l'instant, on peut présenter le groupe. Alors donc juste, oui, un petit mot sur ce groupe qui a été déjà introduit par Éric Palot. C'est donc un groupe assez pluriel qui permet à différents types de professionnels de travailler ensemble, donc des géographes comme moi, des architectes, des archéologues comme Charlotte, mais aussi des spécialistes de l'environnement, de l'agronomie et des ethnologues. Et donc voilà, qui permettent de construire cette vision globale et commune du patrimoine. Et cette vision, elle s'est en particulier concrétisée par la définition d'une méthode en 5 points que nous avons appelée la gestion intégrée des espaces patrimoniaux. Voilà, que vous allez avoir à l'écran et qui partait du principe qu'il y a un concept d'espace patrimonial qui rassemble les patrimoines naturels et bâtis et qui implique une gestion intégrée, c'est-à-dire une mise en place d'une gestion cohérente, participative, concertée et pérenne, associant les différentes parties prenantes. Alors cette méthode, elle repose sur 5 axes fondamentaux et qui ont pour but d'accompagner le projet territorial, d'accompagner les élus qui sont au cœur de nos projets et de nos prises en compte. Et comme l'indiquent ces colloques dont nous discutons aujourd'hui, qui ont pour but de donner la parole aux élus. Donc le premier principe, c'est celui de ce que nous avons appelé la recherche des valeurs naturelles et culturelles, c'est-à-dire cette définition d'espace patrimonial qui va rassembler un certain nombre de savoirs, qui va permettre de définir ce qui fait patrimoine, ce qui va être une sorte de kaléidoscope patrimonial, et donc qui s'accompagne d'une co-construction d'un projet qui permet également d'identifier non seulement, bien évidemment, ce qui rassemble, mais aussi ce qui peut dissocier, d'identifier les conflits de valeurs, d'usage, d'intérêt, afin de mettre en place une définition collective de ces valeurs d'un site. Le deuxième axe, c'est celui de la co-construction du patrimoine, qui bien évidemment s'inscrit dans la poursuite du premier axe, qui est celui donc de construire un récit historique associant autour des élus la population et tout en faisant recours à des professionnels multiples, là aussi, pour accompagner cette co-construction de la valeur patrimoniale. Pour ce qui est du troisième axe, Charlotte Oui, je du prends coup, sa oui. parole. Alors ce troisième axe, du coup, il est fondé évidemment à partir des 2 précédents axes, sur lequel d'ailleurs, pour compléter un petit peu, on s'attache autant à traiter et à aborder du patrimoine protégé au sens peut-être juridique du terme, que du patrimoine non protégé. Et c'est surtout et aussi celui-là qui nous intéresse, c'est-à-dire toute cette myriade d'éléments patrimoniaux qui couvrent un territoire, avec moult composantes, qu'on essaye aussi de considérer et qui participent de cette co-construction. Dès lors, comme on le disait, ça participe déjà d'un diagnostic, hein, du territoire, d'un bon état des lieux, qui permet du coup de bâtir une stratégie. Alors une stratégie, si possible moyen, long terme, avec des étapes pas à pas. Le but, ça n'est pas tout de suite d'atteindre l'objectif final, c'est d'y arriver, progressivement, et de savoir aussi revisiter et faire des points d'étape, justement des pauses, pour regarder en arrière et voir si on atteint, si on tend vers ces objectifs, si on arrive à les remplir par rapport à la feuille de route que l'on s'est fixée. Et donc de ne pas hésiter à revoir,
un petit peu peut-être les modes d'action qu'on s'est proposé de mettre en œuvre et donc de réviser régulièrement cette feuille de route. Donc ça participe évidemment d'une vision évolutive du patrimoine, puisqu'on va aussi s'adapter à un patrimoine qui évolue. Si ça paraît assez évident sur du patrimoine naturel, ça l'est peut-être un petit peu moins pour du patrimoine culturel, et pourtant, le patrimoine, voilà, n'est qu'un. Encore une fois, c'est ce kaléidoscope patrimonial qui forme écosystème, qui est vivant et qui peut subir les effets, on va dire, de facteurs aussi bien naturels comme le climat, hein, on en parle beaucoup, l'érosion du littoral ou encore la pollution, des facteurs anthropiques. Donc, il faut aussi faire évoluer cette vision et cette stratégie et ces points de méthode en fonction aussi du territoire et de l'espace patrimonial qui lui aussi évolue. Voilà, donc on est vraiment, comme le disait Anne-Catherine, dans cette vision dynamique autant du patrimoine que de la méthode appliquée au patrimoine. Donc c'est un peu les principes posés, les 5 piliers posés dans cette méthode en 5 points. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Alors, cette méthode, comme cela a été évoqué, en fait, elle s'appuie sur ce que nous appelons donc la parole aux élus, qui ont vraiment pour but d'écouter des élus qui ont expérimenté des projets, qui ont mis en place des, des expérimentations donc particulières, afin de faire partager cette expérience à d'autres élus. Donc ça se construit sur généralement 1 an ou 2, où nous auditionnons des territoires, des élus, avec souvent des binômes élus et professionnels, élus et techniciens, tous les techniciens qui ont pu les accompagner. Alors, comme l'a évoqué Éric Palot, le premier atelier qui a donné lieu à une restitution à Rochefort portait sur la thématique d'eau et patrimoine, qui bien évidemment conciliait des enjeux parfois pouvant sembler comme contradictoires entre les patrimoines bâtis de l'eau, les patrimoines naturels, les enjeux de la trame verte et bleue. Et le deuxième atelier, qui est l'atelier dont nous parlons aujourd'hui, est celui du patrimoine au service de la solidarité ville-campagne, donc qui a été mené en partenariat avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France et qui donc s'est tenu à Strasbourg en septembre 2022. Cette notion-là et cette solidarité ville-campagne avait pour but, on va le voir, de traduire cette évolution des expériences, des modes de travail, des modes de projet, et qui ne sont plus dans un mode d'interdépendance, mais dans un mode vraiment de construction relationnelle. Le troisième atelier qui est lancé aujourd'hui, Oui, du coup, voilà, ce troisième atelier, le groupe a identifié une troisième thématique en fait qui était particulièrement d'actualité et qui concerne donc les espaces, on l'a baptisé ainsi pour l'instant, hein, les espaces multipatrimoniaux, thématique derrière laquelle se cache en fait la superposition d'outils de protection. Alors dit comme ça, on entrevoit un millefeuille assez complexe à maîtriser, une superposition d'outils dont on ne comprend pas toujours bien ni les contours, ni les portées, les avantages et les inconvénients, ni les raisons pour lesquelles on en hérite. Et l'objectif justement de ce troisième atelier, qui se veut aussi pratico-pratique que les deux précédents, c'est peut-être de tendre vers une possible articulation de ces outils au service finalement d'un seul et même espace patrimonial. Et de pouvoir dépasser ce millefeuille pour tendre vers des modes de gestion et des programmes d'action qui auraient pu tirer parti finalement de cette équation complexe. Donc là aussi, on va auditionner des élus, mobiliser des cas concrets, s'inspirer d'expériences de terrain, les croiser et les restituer du coup à l'occasion d'un colloque comme cela s'est fait à Rochefort et à Strasbourg. Mais du coup, là, nous sommes encore dans le faire et dans la réflexion. Du coup, nous allons enchaîner et faire le focus justement sur le deuxième atelier qui nous occupe aujourd'hui, hein, le patrimoine au service de la solidarité ville-campagne, pour vous faire une brève restitution avant de passer la parole à nos collègues qui ont eu la gentillesse de venir participer.
Donc, ces journées strasbourgeoises ont permis d'abord, enfin, se sont structurées en différents temps, des temps en salle et qui ont associé à peu près plus de 70 représentants de collectivités entre les élus et les services, qui nous ont permis d'apprendre et d'écouter en gros une douzaine d'expériences présentées par des binômes, donc élus, ville, campagne et campagne-ville. Également d'écouter des exemples internationaux qui ont permis d'enrichir notre vision, notre approche française du patrimoine et en particulier avec des modes de gouvernance euh, assez singuliers. Et puis, un deuxième temps avec des visites de terrain et qui nous ont permis de nous immerger sur le terrain, accueillis par ces élus et notamment dans la vallée de la Bruche aussi, par des élus qui ont expérimenté des contrats de réciprocité et voilà, qui sont des exemples assez inspirants. Ah non, c'est pas moi qui l'ai mis. Oui. Et du coup, oui, ces visites et ces échanges qui ont été quand même assez prolifiques en amphi comme sur le terrain. D'ailleurs, la parole n'est jamais la même en salle et sur le terrain. Confirmer quelque part que la problématique que le groupe avait identifiée était finalement forte et d'actualité, complètement d'actualité. C'est vrai que pour résumer un petit peu la problématique, on est parti du constat que, on va dire, la mondialisation, la globalisation, mais plus promptement, on va dire une urbanisation un peu tous azimuts, avait cassé les liens entre les entités ville et campagne. Que les rapports qui avaient trouvé à se forger finalement à travers les siècles s'étaient cassés, s'étaient rompus. Il n'y avait plus vraiment d'équilibre entre ces deux entités. Fallait-il d'ailleurs parler de deux entités comme étant des entités aussi antagonistes? Voilà. Et le rapport ville-campagne pouvait se transformer en rapport campagne-ville. Là aussi, on a beaucoup travaillé sur cette dialectique. Finalement, tous les élus qu'on a auditionnés nous ont révélé cette chose importante, qu'en fait, ils avaient tous à faire face à ce défi de recréer du lien et finalement à reconstruire ou réinventer une réciprocité d'échanges et de services. Et qu'en fonction de leurs ressources et puis en fonction de leur identité locale, ils pouvaient justement trouver à recréer ces liens en s'appuyant sur ces ressources. Alors, selon le territoire, certains avaient trouvé plutôt à s'appuyer sur les ressources alimentaires ou sur l'eau comme élément fédérateur ou sur les énergies ou sur l'architecture et l'urbanisme. Voilà. Et donc, il y a eu autant de cas très, très intéressants et très inspirants qui nous ont permis d'aborder finalement toutes les dimensions, tout le potentiel que pouvaient porter ces territoires, mais chacun avec finalement leur méthode propre. Du coup, la slide suivante. Ouais. Donc voilà, l'idée de service réciproque. Voilà, là c'est un petit extrait qui nous a inspiré justement de la part d'un élu donc de la métropole de Strasbourg, qui nous montrait justement la manière dont pouvaient se combiner, se compléter les besoins de chaque territoire et finalement les interdépendances qu'il y avait qui étaient assez évidentes entre le territoire dit urbain et le territoire dit rural, sachant que les lisières ont été aussi un sujet à part entière, dans la perspective de passer de lisières un peu étanches à des lisières poreuses qui permettent au contraire une bonne jonction entre ces différents espaces. Là, c'était juste un exemple. Voilà, et du coup, sur la construction du programme, je laisse Anne-Catherine. Oui, alors en fait, étant donné la richesse des auditions et des expériences qui nous avaient été présentées, nous avons tenté de problématiser autour de 3 axes qui sont des axes qui se croisent, c'est-à-dire que dans chacun des projets qui ont été présentés, on va retrouver généralement ces axes, donc qui sont d'abord le partage des ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit l'énergie, l'alimentation, l'eau, mais aussi, comme vient de l'évoquer Charlotte,
le patrimoine bâti, avec ce principe de cette nécessité de créer de la solidarité, de la relation et de l'échange. Le deuxième axe, et qui se retrouve dans tous ces projets réussis, c'est le fait de l'emboîtement des échelles spatiales et de la mise en place d'une organisation territoriale dans ces projets de coopération. Et là encore, quel qu'il soit, que cela repose sur des projets de mise en valeur d'un patrimoine naturel ou que ce soit à travers des problématiques liées à l'énergie. Un exemple qui avait été présenté, qui était tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est celui des climats de Bourgogne, donc bien UNESCO, qui a construit dans son dossier de candidature une vraie coopération territoriale qui s'est traduite bien évidemment dans le succès de la candidature, mais également avec la création d'habitudes de travail sur des problématiques aussi bien d'urbanisme que de gestion agricole. Et le troisième axe, c'est celui de la gouvernance et de la mise en place d'outils de coopération, parfois spécifiques, pour mener à bien ces projets et les mener à bien aussi bien d'un point de vue humain que d'un point de vue financier, sachant que finalement, une fois que l'organisation humaine est là, structurée et solide, les ressources généralement suivent. Et c'est vrai que ce troisième volet a été l'occasion d'aborder une palette d'outils. Alors, on a vu plusieurs outils mobilisés par différents territoires de façon finalement assez différente, même si les mêmes outils revenaient. Mais c'est vrai qu'on a entendu parler de contrats de réciprocité, de chartes. On a assisté aussi à beaucoup de mise en commun de moyens, alors chacun proportionnellement aussi à ses possibilités, pour construire une ingénierie territoriale et offrir à certains territoires une ingénierie qui n'existe pas forcément. On a aussi constaté que, au-delà des outils entre guillemets de gestion, il y avait des instances et des modes de gestion qui étaient plutôt fédérateur et attractif, qui avait cette capacité assemblière, notamment, alors on a notamment identifié, hein, ça n'est pas exhaustif, mais les parcs naturels régionaux, les agences d'urbanisme, les grands sites de France, qui se sont révélés être voilà, des organes très fédérateurs et fluidifiants sur le terrain. Voilà, donc du coup, ça nous a permis aussi d'avoir un regard assez diversifié sur cette palette d'outils. Oui, je pense qu'on peut poursuivre parce que tu as évoqué en fait cette question des outils mis en place et en Mm. fait cet intérêt par rapport aux projets qui sont élaborés, justement de réfléchir. Généralement, il y a des outils qui sont communs, mais qui vont être adaptés à des objectifs propres, justement, qui permettent d'assembler et de mettre en musique ce programme. Tout à fait. Peut-être. Et du coup, les conclusions de ces actes, ça a été de révéler vraiment des projets à chaque fois uniques, quand bien même les outils pouvaient être semblables. Et pourquoi ils sont uniques? Tout simplement parce que les ressources à chaque fois sont particulières. Chaque territoire a des identités spécifiques. Et du coup, c'est vraiment ce que les actes de Strasbourg ont permis de révéler et ce que la publication rend bien compte. Voilà, la publication en rend vraiment bien compte. Et voilà, heureusement, ça permet de garder trace d'expériences qui ont été vraiment très, très inspirées, qui nous ont tous inspirés et qu'on espère être inspirantes pour d'autres gestionnaires et élus et services de collectivité. Voilà, du coup, on peut fermer le diapo. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et on va du coup passer la parole à Nicolas Sana, qui est donc chargé de mission aménagement du territoire à la Fédération des parcs, à la Fédération, pardon, des parcs naturels régionaux de France, et qui donc a largement participé au groupe de travail. Et on te cède la parole, Nicolas. Merci Charlotte, merci Anne-Catherine, Isabelle, Chloé, Jean-Pierre, Eric, Nathalie. Donc effectivement, moi je travaille à la Fédération des parcs, j'anime 160 agents des 58 parcs naturels régionaux qui travaillent essentiellement sur le paysage, l'urbanisme, le développement local.
Les parcs, c'est 17% de la France, c'est 58 parcs naturels régionaux. Ils s'appuient sur une charte de territoire. Et ça nous parle, ces ICO-moments, parce que c'est des chartes qui s'appuient, qui ont un classement par Matignon, par le Premier ministre, pour 15 ans. Et ils s'appuient sur un développement fondé sur la valorisation du patrimoine. Ça nous a parlé, toute cette expérience autour de la solidarité ville-campagne et du lien urbain-rural autour du patrimoine, parce que les parcs sont avant tout des espaces ruraux où les agglos sont plutôt aux portes, à part peut-être les grands causses où il y a milieu au milieu, mais sinon, non, les agglos et les portes sont vraiment à côté. Et que, comment dire, on a travaillé beaucoup dans l'histoire des parcs sur ce sujet-là du lien urbain-rural, comment mieux travailler avec les villes pour avoir des échanges vertueux autour de ces logiques patrimoniales. Et que souvent, on avait, par exemple, dès 99, imaginé le pot de terre contre le pot de fer politiquement. Les parcs, c'est la ruralité. La ruralité pèse pas grand-chose dans les politiques. Et puis, on en a reparlé aussi avec Martin Vanier. On avait fait toute une recherche et on avait fait même un congrès à Saint-Étienne là-dessus. Et quand ICOMOS a préparé ce séminaire à Strasbourg et dans le parc des Vosges du Nord, bien sûr, on était un partenaire rapproché. Vous dire quand même que qu'est-ce qu'un parc naturel régional? C'est vraiment du Alberto Maniago avant l'heure, Maniaghi, pardon, le projet local. Les parcs naturels, c'est vraiment le projet local à la française. Ça veut dire répondre aux besoins des habitants à partir de la ressource du territoire le plus possible, notamment sur les questions d'alimentation, d'habitat, de besoins en nature, de gestion des forêts, de politique des déplacements et de production d'un agenda culturel. Ça, c'est pour nous essentiel. Et comment dire, on met du temps parfois à mettre des mots sur ce qu'on fait et sur ce qu'on veut faire. Et dans ce lien urbain-rural, la France, avant d'établir comme collectivité les agglomérations, on avait une myriade de collectivités en zone d'agglomération qui fait que l'articulation avec le monde rural était plutôt au service de la destruction du patrimoine. J'entends par là qu'on valorisait les centres des villes, et puis qu'autour, il y avait toutes les agglos, des boîtes à chaussures, des centres commerciaux, etc., qui structuraient l'offre de l'hypermondialisation. Et puis, il y avait la ruralité qui ne comptait pour du beurre, ou alors des boutiques de produits locaux qui étaient de l'ordre et qui s'adressaient plutôt à des militants qu'à la masse. Et c'est un vrai problème. Or, ce qu'on a vu à Strasbourg et avec le parc des Vosges du Nord, c'est des contrats de réciprocité. C'est la possibilité de mettre en avant des filières courtes autour de l'habitat, autour du tourisme de proximité, autour de l'alimentation. On le verra tout à l'heure avec le programme alimentaire territorial du livre à Forez. Et à partir de là, les parcs ont commencé, ça fait à peu près une quinzaine d'années, à se rapprocher de leurs agglos et à mettre en avant des visions déjà communes de l'urbanisme, notamment au travers des SCOT. D'abord par les porter à connaissance, mais ensuite à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et après à travailler très concrètement, par exemple, sur la restauration collective, à travailler concrètement sur le tourisme de proximité, concrètement sur ce qu'on appelle les biosourcés locaux, etc. Et on a maintenant des chargés de mission dédiés dans les parcs naturels régionaux. C'est le cas par exemple dans le parc du Gâtinais, c'est le cas dans le parc de Périgord-Limousin sur l'alimentation, le Gâtinais sur l'habitat, etc. On a des chargés de mission qui sont des accélérateurs de filières, des accompagnateurs de filières. Et comme on se trouve, comme on trouve qu'on n'est pas assez bon et qu'il y a meilleur que nous, eh bien, par exemple, du 10 au 13 avril, on va dans le Vorarlberg, où là, il y a une politique très, très ambitieuse menée depuis une trentaine d'années sur la réponse aux besoins des habitants autour uniquement de l'habitat et de l'alimentation. Il y a vraiment, comment dire, ils sont dans une adaptation au climat avec l'utilisation, plus d'utilisation de pétrole à l'horizon 2050 et dans les programmations, dans les temps intermédiaires, par exemple en 2023, ils étaient en avance sur la baisse d'utilisation de pétrole. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que comment dire, ce lien urbain-rural, ces contrats de réciprocité qui mettent en avant le patrimoine, ils ont été testés par l'ex-Datar, qui aujourd'hui s'appelait NCT, c'est appelé CGET, etc. C'est quelque chose de très, très timide. Très, très timide parce qu'il y a un enjeu politique autour de ça.
une agglo ne pèse pas politiquement la même chose qu'un EPCI qui réunit 3000 habitants. Or, pourtant, la valeur, en Allemagne, on regarde la richesse d'un territoire, non pas par rapport à son urbanisation, mais par rapport à sa valeur, comment dire, naturelle, agronomique, forestière, etc. Et il nous faut reconsidérer, comment dire, l'approche patrimoniale pour reconsidérer une valeur politique. Et ça, comment dire, Charlotte et Anne-Catherine en parlaient tout à l'heure, Marc Hofstede l'évoquait, c'est un des élus de la commune de Strasbourg, et évoquait le fait que cette relation pour la solidarité ville-campagne, autour du patrimoine, autour des besoins des habitants, autour de la trajectoire politique qu'on mène dans le projet local, il faut forcément reconsidérer le rapport de force politique qui existe entre les territoires ruraux et les agglomérations, parce que sinon, comment dire, vous pouvez mettre des millions et des millions d'euros dans la revalorisation du centre-ville, du centre de l'agglo, on ira manger une religieuse par trimestre ou par semestre les bonnes années, et on ira dépenser 3 euros, et on ira éventuellement acheter un pot de miel dans la ruralité, et tout le commerce se fera dans cette zone commerciale vulgaire des Aldi, Kiabi, Castorama et compagnie, et tout le projet local sera remis en question parce qu'on n'aura pas pensé filière. On n'aura pas pensé proximité, on n'aura pas pensé à répondre aux besoins des habitants. Et je voulais finir sur cet exemple, c'est l'exemple des Suterluti en Autriche, où il y a 26 supermarchés dont le cahier des charges est assez simple. Il faut que ce soit en centre-ville, il faut qu'on puisse y garer gratuitement, et il faut qu'il y ait 40% de produits locaux dans le magasin. C'est une vraie massification de la qualité patrimoniale de tout un territoire, ce qui fait que là-bas, les agriculteurs ne démontent pas les panneaux des entrées de ville pour les mettre à l'envers. Voilà. Très bien. Bon, ben, je crois que c'est à moi d'introduire le débat et les intervenants. D'abord, merci de votre présence à tous, y compris de ceux qui étaient intervenants à Strasbourg et qui n'ont pas la parole ce soir, mais qui pourront nous rejoindre dans le chat notamment, c'est fait pour ça, ou poser des questions aux deux intervenants qui sont là. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai on avait une bonne douzaine de cas concrets qui étaient présents à Strasbourg et qui ont présenté des choses absolument passionnantes. On avait d'abord notre partenaire local, qui était le Parc des Vosges du Nord, cette directrice, et là je la salue. On avait l'exemple du Vorarlberg, Andreas Pöcker, qui était celle qui va organiser avec Nicolas le voyage des parcs en quelque temps, et qui nous a présenté ce cas extraordinaire de ce land autrichien le plus à l'est, plus à l'ouest de l'Autriche, le plus pauvre en 1945, le plus riche aujourd'hui. Bon, donc ça, on peut s'en tirer, des choses sont possibles. Et puis, on avait aussi les greenways, les chemins verts, les chemins verts de Florence. Je crois qu'il y avait une diapositive qui m'était destinée. Tu remarqueras, Brigitte Arnoux, que je dis diapositive, pas slide. Donc, voilà. La voici. Alors ça, il faut s'y attarder un petit peu, mais ça prolonge le propos qu'avait Nicolas à l'instant. Et ça a été un peu la martingale de notre colloque de Strasbourg. La fresque du bon gouvernement, Ambrogio Lorenzetti, il a mis 2 ans pour la peindre, 1338-1339, les cités-États du début de la Renaissance italienne, et cette formidable fresque qui montre précisément la complémentarité de la ville et de la campagne, la capacité de ces territoires à faire projet ensemble, avec une belle harmonie entre une ville accueillante et une campagne nourricière et régénérante pour les citadins, déjà. Donc c'est notre véritable emblème pour ce colloque. On a travaillé à essayer de trouver une fresque du bon gouvernement pour le XXIe siècle, avec les capacités de réciprocité, de projets conjoints et défis à relever, dont on va voir ce soir 2 exemples. Et pour les autres exemples, je vous invite à consulter effectivement et à acquérir, pour l'avoir sous la main en permanence, les actes du colloque eux-mêmes. Voilà. Donc, nos deux présentations de ce soir, elles sont un peu emblématiques. Elles ne sont pas tout à fait heureusement d'ailleurs, ce qui a été dit à Strasbourg, puisqu'il s'est passé quand même maintenant 2 ans. Elles sont des zooms
particulier sur deux sujets majeurs. Le premier zoom qu'on va faire, c'est un élément d'histoire discret, voire occulté. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol, dans le sous-sol, et comment ce qu'on croyait, ce qu'on observe aujourd'hui dans un territoire, une sorte d'éternité d'aménagement, nous réserve des surprises. Vous allez voir sur le cas de Nantes. Alors Nantes, c'est intéressant parce que Nantes, c'est une métropole qui est à la fois de l'urbain et du rural. Hein, en termes de caractère territorial, on a la ville-centre, la ville constituée, ancienne, avec tous les aménagements d'intérêt collectif qui ont pu être réalisés, notamment au cours des dernières décennies. Hein, parce que Nantes, c'est une grande histoire. Mais c'est aussi une campagne intégrée et dans laquelle, organiquement, la métropole se fait équilibrante entre les deux catégories de territoire. On va voir dans la présentation de Cécile de Colasson que c'est véritablement un élément de patrimoine qui fédère l'urbain et le rural sur autour de l'archéologie, de l'histoire révélée des temps anciens. Et puis, on verra ensuite quelque chose qui finalement est à la fois plus classique en termes d'évidence de réciprocité. La campagne nourrit la ville. Bon. Et donc, sauf que ce n'est pas évident à mettre en œuvre et qu'aujourd'hui, la campagne environnante ne nourrit plus forcément la ville de proximité, puisqu'on exporte des tas de choses qui sont trop vite à côté de la ville. Et j'anticipe un petit peu. Pour l'instant, donc Cécile de Colasson, elle est directrice du Chronographe, qui est une belle réalisation dont on a peu d'exemples en dehors de l'agglomération nantaise, mais qui peut sans doute faire école pour de médiation culturelle autour de l'archéologie. Pas tellement, il y a des musées de sites, dans certains sites archéologiques, mais quelque chose qui a cette vocation de raconter l'histoire de la ville à ses citadins ou à ses citoyens, et raconter que cette ville était aussi à la campagne de temps à autre. Je pense que c'est assez ça peut se dupliquer, ça devrait pouvoir se dupliquer. En tout cas, c'est un bel exemple par lequel on va commencer ce soir. Donc, à vous la parole. Merci. Merci pour cette introduction. J'ai retrouvé en effet des échos assez forts dans les propos qui viennent d'être tenus aussi au titre des parcs sur les imbrications entre l'urbain et le rural. Donc moi, je vais vous présenter un exemple, en fait, quelques exemples concrets d'opérations archéologiques qui ont été menées sur le territoire de la métropole. Je vais commencer par introduire un peu le contexte général. Aujourd'hui, la métropole nantaise, donc c'est 24 communes, 523 km². Je pense que la diapo suivante serait plus parlante peut-être. Donc, depuis 2015, une compétence métropolitaine en archéologie, c'est-à-dire que l'agglomération nantaise s'est dotée de cette compétence par le biais, d'une part, d'un pôle de recherche archéologique, donc qui est constitué d'un service d'archéologues de terrain qui mène à la fois des projets de recherche en archéologie programmée, mais surtout qui accompagne les travaux d'aménagement de l'agglomération et réalise donc un certain nombre de diagnostics et de fouilles au fil des travaux d'aménagement donc de la métropole. Et puis le deuxième composant de ce pôle d'archéologie métropolitaine, c'est en effet un lieu dont Jean-Pierre Thibault vient de donner un petit portrait rapide, un lieu qui est donc le Chronographe et qui a pour vocation de retracer et relayer l'actualité des recherches menées sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Alors, peut-être qu'il faut que je fasse peut-être très très rapide introduction sur la notion de diagnostic quand même préalable aux travaux. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui a complètement permis de relire aujourd'hui très clairement l'histoire du territoire dans son ensemble en France. Hein. C'est l'archéologie préventive, c'est-à-dire comment la densification des villes et comment les travaux qui sont menés sur l'ensemble du territoire, que ce soit en ville ou dans la ruralité, sont accompagnés de diagnostics qui sont prescrits par l'État, qui entraînent ou non, suivant la sensibilité archéologique, des fouilles et qui sont aujourd'hui des pourvoyeurs essentiels de renouvellement de la connaissance sur l'ensemble du territoire. Et vous allez voir que c'est le cas aussi à Nantes. Alors, sur la diapo suivante, je vais peut-être vous parler plus spécifiquement d'un cas de figure qui est le site de Raciatum. Alors, Rezé, vous avez sur la carte, je pense que vous voyez apparaître les points, les occurrences en fait archéologiques sur l'ensemble du territoire des 24 communes. Vous avez très clairement apparaît sur cette cartographie la présence de la Loire qui traverse tout ce territoire et qui est fondateur et fondamental pour l'existence du territoire. Et cette Loire et ses affluents, elle a donné lieu à donc la création de premières agglomérations. Et évidemment, l'une d'elles, c'est Nantes, la ville-centre. Mais plus étonnant, vous voyez apparaître sur cette carte deux autres villes antiques, hein, puisque là, on vous projette un état du IIe siècle de cette occupation du territoire. Et donc, au sud de la Loire, en face de Nantes, se trouvait et a été fouillé de façon très approfondie le site de Raciatum. Raciatum, c'est ce qui apparaît dans les deux images en dessous, un quai, un port antique, en fait une agglomération antique, une ville nouvelle qui a été créée au tournant de notre ère et qui est venue s'installer au contact d'un bras de Loire qui lui-même a bougé de 500 mètres depuis le IIIe siècle. Donc voilà, on est là vraiment au cœur de ce qui est la transformation d'un paysage urbain, hein, puisque donc ce site qui est connu de longue date, hein, c'est un site qui est connu depuis le XIXe siècle, mais il a fait l'objet d'une campagne extrêmement poussée depuis 2005 en particulier, une grosse campagne de foot programmée qui a été menée par l'Université de Nantes et par la ville de Rezé. Donc là, on est dans une des 24 communes de cette métropole, mais qui n'est donc pas la ville-centre. Et cette commune de Rezé a porté pendant 20 ans des fouilles et qui a été le plus grand chantier. C'était le chantier école de l'Université de Nantes et c'est aussi le plus gros programme de fouilles mené à l'échelle des Pays de la Loire pendant 10 ans. Ce site donc, qui a réuni des équipes interdisciplinaires très nombreuses, hein, puisqu'on compte pas loin de 60 chercheurs qui se sont succédés sur le site, se sont focalisés autour de ce contact, c'est ce que vous avez sur la diapositive, le contact entre le bras de Loire et le quartier portuaire, donc ce site antique. Et donc ce projet tout à fait exceptionnel, hein, c'est un site comme il y en a 4 hein, aujourd'hui en termes d'aménagement portuaire dans l'espace antique européen. Donc ce site-là, ces résultats ont été présentés dans le chronographe, donc qui s'est implanté sur le site lui-même. Et alors peut-être la slide suivante. J'ai dit la slide. Donc, ce gros chantier, en fait, il fait l'objet d'une valorisation dans le chronographe que vous avez ici sous les yeux, donc, qui est un bâtiment qui a été inauguré en 2017, qui est très récent. Et je vous le disais, c'est un projet en fait qui a été porté de très très longue date par la ville de Rezé. Et ce bâtiment a été transféré à la métropole nantaise qui en assure aujourd'hui la gestion en 2015, donc en même temps que la Nantes Métropole prenait une compétence en archéologie. Et ce musée de site, qui est là en effet pour restituer les recherches très nombreuses qui ont été menées sur le site, il est devenu aussi un instrument de valorisation
l'organisation de l'ensemble des recherches archéologiques sur tout le territoire métropolitain. Et il a cette spécificité finalement d'être aussi le seul équipement culturel de Nantes Métropole qui ne soit pas dans le centre-ville. Donc c'est à la fois un projet qui a été porté de longue date par une commune de périphérie. Aujourd'hui, c'est un site qui est un bâtiment qui s'implante sur 2 hectares de réserve archéologique, hein, puisque l'ensemble du site aujourd'hui il est protégé. Il n'est pas classé, mais il est néanmoins protégé. Et qui se retrouve gagné finalement, enfin qui se positionne aussi comme un espace vert de proximité pour une ville périphérique qui devient de moins en moins périphérique sous une pression urbaine qui s'accélère autour, hein, puisque vous l'avez vu peut-être sur la diapo précédente, mais on est vraiment en très grande proximité du centre urbain. Donc on a déjà un premier jeu d'aller-retour qui est assez qui donne des clés de lecture qui sont intéressantes sur ces évolutions de rapport entre le monde rural, la ruralité et le centre-bourg, qui ne sont pas forcément ce qu'on perçoit aujourd'hui, ni même ce qu'on percevait il y a 20 ans. Je voulais vous parler d'un second cas de figure, qui est les fouilles qui ont été menées. Alors, on va passer à la diapo suivante. Voilà, des fouilles qui ont été menées l'année dernière dans une des toutes petites communes de l'agglomération, Mauves-sur-Loire, c'est 3200 habitants. Donc, en effet, ça fait partie de ces communes tout à fait rurales, en fait, qui sont intégrées dans l'agglomération nantaise. Cette fouille, elle a été menée pendant 6 mois par mes collègues donc, du pôle de recherche archéologique de Nantes Métropole. Et vous le voyez, au pied d'une église. Donc on était dans le cas de figure d'une fouille d'un cimetière paroissial, mais qui a fait ressurgir une église précédemment implantée, comme vous le voyez sur le plan. Ça, c'est un cas de figure qui est assez fréquent. C'est le deuxième fouille de ce type qui a été menée dans l'agglomération nantaise très récemment, qui est en fait une fouille qui est déclenchée par un projet d'aménagement de centre-bourg. Donc ces communes périphériques en fait de Nantes qui aménagent ou réaménagent des centres-villes et qui nous amènent à fouiller ce cimetière paroissial, donc pas loin de 700 sépultures qui ont été explorées par nos collègues archéos. Alors, ce qui est intéressant pour nous et pour l'ensemble des populations de la métropole, mais c'est que c'est des analyses qui permettent de donner une photographie de ce qu'est de la population, en fait, des habitants d'une commune de Nantes, à l'époque médiévale et moderne, en l'occurrence. Et donc, ce site-là, il nous a permis, en effet, d'accueillir aussi un très grand nombre de publics sur le site qui a été choisi pour nous, pour valoriser l'activité archéologique de la métropole l'année dernière. Donc, on a organisé un village de l'archéologie sous la houlette donc, et de Nantes Métropole et de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, sur le site de Mauves-sur-Loire, pour valoriser justement ces opérations qui ne sont pas systématiquement dans le centre urbain. Et ce qui est intéressant dans le cas de Mauves-sur-Loire, c'est que cette agglomération médiévale qu'on a pu retracer ici, elle fait suite à des découvertes, elle vient compléter finalement une image qu'on avait déjà et qui est celle d'une ville antique, puisque Mauves-sur-Loire, en fait, c'est l'une des 3 fondations de villes antiques, avec Rezé, Raciatum, dont je vous parlais à l'instant, et Nantes, évidemment, le ville-centre. Et puis, si on passe à la diapo suivante, cette ville antique, eh bien, elle se superpose à ce qui est probablement une agglomération gauloise. Et autant on n'a pas de traces d'agglomération gauloise à Nantes, autant à Mauves-sur-Loire, donc qui est la petite commune qui est la plus à l'est de l'agglomération. Hein. Vous voyez le point rouge sur le plan qui vous est présenté ici, tout à droite de l'image.
de l'autre côté. Hop, si on remonte la Loire vers l'amont, voilà. Cette commune de Mauves-sur-Loire, elle a déjà fait l'objet de fouilles ces dernières années, donc là par un opérateur privé, EVA, qui a révélé, c'est l'image que vous avez sous les yeux, une cinquantaine de ce qui est probablement ce que sont des greniers gaulois. Et qui dit une cinquantaine de greniers à blé dit spécialisation et dit probablement indice d'une urbanisation très précoce. Donc là encore, c'est intéressant de pouvoir faire ce lien en fait entre des occupations qui ont été florissantes à l'époque gauloise puis antique, qui se sont déplacées au sein de la commune, et aujourd'hui on est donc dans un cadre d'habitat qui est beaucoup plus rural finalement, avec une commune qui par contre fait l'objet de grosses opérations d'aménagement qui nous donnent l'occasion de fouiller de façon assez extensive des parcelles de grande taille, ce qui n'est absolument pas envisageable dans les centres urbains extrêmement denses. Et enfin, dernier exemple, à la diapo suivante, celui de la ZAC de Doulon-Gohard, qui est un peu dans la même lignée. Donc ça, c'est un grand ensemble d'aménagements qui est en cours dans l'espace. Donc là, on est dans la commune de Nantes, mais dans un espace qui est très végétal encore. Hein. C'est un gros projet qui recouvre à peu près 180 hectares, dont 50 hectares à urbaniser seulement, et le reste, ce sont des occupations dont certaines vont être à nouveau dévolues à de l'agriculture, puisqu'il y a un projet de ferme urbaine qui va s'installer, et qui vont s'installer finalement dans les traces de ce qui était des fermes gauloises. Ça, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, en fait, cette zone d'aménagement concerté, elle a donné l'occasion de deux fouilles qui ont été menées sur les emprises que vous voyez dessinées là sur la vue aérienne. Et ces fouilles, elles sont tout à fait intéressantes parce qu'elles retracent en effet deux occupations de fermes gauloises. Ce qui est intéressant dans les deux derniers exemples, et puis c'est ce qu'on voyait apparaître sur la carte, donc la ferme gauloise telle que vous la voyez restituée dans l'image en bas. Hein. Alors est-ce que la ferme urbaine qui va s'installer prochainement ressemblera probablement pas tout à fait à ça, mais on est quand même dans une continuité tout à fait intéressante, culturellement en tout cas, et puis ça c'est quelque chose qu'on peut communiquer et sur lequel on a pu mettre en place des ateliers très nombreux avec les établissements scolaires, avec les centres socioculturels, avec les habitants, pour pouvoir en effet à la fois travailler sur le projet urbain et sur cette occupation très ancienne. Et donc pour terminer, peut-être, je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait. Bon, super. Alors, j'ai encore deux petites diapos à vous présenter, qui est ce travail donc de mise en musique de l'ensemble de ces indices qui nous remontent du terrain, en fait, par le biais d'un projet collectif de recherche qui se met aujourd'hui en place. Donc ça, c'est mes collègues archéologues qui mènent ce travail de synthèse et qui permet d'illustrer cette construction du territoire en fait métropolitain, mais qui est en fait un ensemble d'histoires toutes individuelles sur l'ensemble du territoire, évidemment très organisé par les fleuves et par le fleuve la Loire et ses affluents. Et nous, notre travail au chronographe, diapo suivante et je terminerai là-dessus, c'est de le présenter au public par le biais d'expositions. Ça a été le cas l'année dernière avec un gros travail de synthèse qu'on a présenté dans le cadre d'une expo qu'on avait intitulée « C'est arrivé près de chez vous », en essayant de valoriser le maximum d'opérations sur l'ensemble de l'agglomération. Et dernière diapo, je croyais que je vais terminer, pas tout à fait. Et surtout un travail qu'on mène par le biais d'un atlas archéologique qui est désormais disponible en ligne pour l'ensemble des habitants de la métropole et qui liste tous les points d'intérêt. Donc on est à peu près 800 points, découvertes récentes ou anciennes, qui permettent d'illustrer la richesse en effet de l'archéologie sur l'ensemble du territoire. Voilà. Très bien. Non, je crois que c'était vraiment passionnant. On a
On n'a pas tellement de questions dans le chat, heureusement j'en ai une ou deux en réserve. La première question, c'est finalement c'est plus un constat qu'une question, mais bon, c'est de se rendre compte que les apparences sont extrêmement trompeuses. Nantes est une ville qui, de fait, a historiquement été polycentrique. Et est-ce que ce polycentrisme est suffisamment mis en avant aujourd'hui dans la planification urbaine, dans ce que les Nantais appellent très joliment le PLUM, le plan local d'urbanisme métropolitain, qui dessine finalement ce que sera la ville future avec ces éléments de campagne intégrés. Est-ce que c'est un argument qui a été utilisé par les rédacteurs du document d'urbanisme? Vous n'avez peut-être pas ça comme réponse, mais je ne sais pas. Alors, je pense que cette notion quand même des implantations territoriales qui sont très très connectées à un réseau hydrographique, par exemple, ça clairement, je pense que ça fait partie des axes de réflexion majeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau hydrographique, en effet, il n'a pas cessé de bouger. Donc, voilà, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui avec les fleuves et avec la trame verte et bleue, puisque c'est un des axes en fait, de réflexion que mène Nantes dans son aménagement, et ben, c'est très intéressant de pouvoir la remettre en effet en perspective avec une trame verte et bleue qui n'était pas du tout la même à l'époque, ni gauloise ni antique. Alors, il y a une deuxième chose. Très souvent, les périphéries urbaines, qui sont un peu délaissées et assez fortement méprisées, on en parlait tout à l'heure dans ce que disait Nicolas notamment, est-ce que précisément les découvertes archéologiques des origines finalement assez pluralistes de Nantes en termes de territoire ne redonnent pas un peu de fierté aux habitants de ces périphéries délaissées? Et est-ce que c'est utilisé par les autorités publiques nantaises comme ça ou pas? Ben, très, très clairement, pour la commune de Rezé, c'est absolument le cas. C'est pas du tout hasard si le chronographe s'est implanté directement sur ce site de fouille de Raciatum, donc dans la commune de Rezé, qui a porté vraiment ce projet, qui est aujourd'hui un projet métropolitain qui rayonne sur les 24 communes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est en effet un élément ça a été un élément très fort de la politique culturelle de la commune et un élément de revendication, en effet, je pense, culturel assez fort, hein, de montrer à quel point on avait dans cette commune périphérique une identité très, très singulière. Bon, bah écoutez, on passe provisoirement peut-être, puisqu'on aura le débat général, à un autre contexte, un autre territoire, mais une problématique qui est toujours autour de ces complémentarités de campagne. Et là, on est dans la complémentarité la plus évidente, mais peut-être aussi la plus compliquée, ou une des plus compliquées, qui est comment on s'approvisionne, comment aujourd'hui les binômes ville-campagne tentent de se doter de défis collectifs communs. Voilà. Donc, c'est à Nathalie Boudoul, qui est élue locale, maire d'une petite commune de 53 habitants, je crois, vice-présidente du PNR de Livradois-Forez. Hein, c'est pas le plus connu parce qu'il n'y a pas de volcan, bon, mais il y a quand même pas mal de belles choses et notamment de beaux pâturages et quelques Pas AOC. connu, Livradois-Forez. Et de quelques AOC parfaitement succulentes. Et puis il y a eu un peu de coutellerie aussi, je crois, des tas de choses comme ça. En tout cas, voilà. Donc, Nathalie Boudoul est vice-présidente du parc, je l'ai dit, et c'est elle qui est en charge du projet alimentaire territorial, du PAT. PAT, on dit toujours, soit on dit que c'est un plan, pas vraiment un plan, soit que c'est un programme, c'est pas non plus vraiment un programme, c'est un projet, c'est-à-dire que le terme est beaucoup plus puissant, puisque c'est véritablement les campagnards et les citadins qui se mettent autour de la table, et on verra que la table est grande, pour tenter de relever ce défi dans un système d'alimentation qui aujourd'hui est sans doute un des secteurs économiques les plus mondialisés. Voilà, donc comment on fait?
À vous. Le micro. Le micro. Excusez-moi. Et Bonsoir. le diaporama. Oui. Bonsoir. Bienvenue dans le Massif central, en région Auvergne-Rhône-Alpes, où 2 territoires travaillent depuis 2017 sur l'alimentation. Nous avons donc le Grand Clermont, qui est un important bassin de population qui est réparti autour de la métropole clermontoise. Et nous avons le PNR, le parc Livradois-Forez, qui est structuré, lui, autour de 2 pôles urbains, Thiers et Ambert. Donc, quand on parle de vaste territoire, c'est 268 communes qui essayent de travailler ensemble. Un partenariat donc avec la Chambre d'agriculture et du Puy-de-Dôme. La volonté de tous ces acteurs, ça a été déjà de se mettre ensemble autour de la table, de ne plus travailler dans ce que l'on appelle des formes de silos, les agriculteurs avec la Chambre d'agriculture, l'éducation à l'alimentation dans une autre petite case. Voilà, on met tout le monde autour de la table et de construire donc une trajectoire pour l'alimentation de demain qui soit désirable et qui soit aussi crédible. Nous allons passer sur la deuxième diapositive qui nous permet en quelques chiffres de définir l'agriculture sur ce territoire. Donc 164 000 hectares de surface agricole utile, 2472 exploitations agricoles, donc une répartition qui est sur la plaine céréalière en Limagne, proche de Clermont, et des zones d'élevage de moyenne montagne sur le Livradois-Forez. Donc 3 principales productions, les céréales, le bovin lait, le bovin viande. Comme le disait Jean-Pierre, quelques AOP qui vont vous parler, la fourme de Montbrison, la fourme d'Ambert, une IGP sur l'ail de Billon. Voilà nos principales caractéristiques locales. Et nous avons 657 exploitations qui travaillent en circuit court. Je dirais que, comme au niveau national, nous avons donc des disparitions de fermes sur 10 ans, ce qui explique que nous avons des fermes qui partent à l'agrandissement. En 2010, la moyenne, c'était 45 hectares par ferme sur notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes à 58 hectares. Une problématique de transmission de nos exploitations. Nous avons 40% de nos chefs d'exploitation qui ont plus de 50 ans. Nous avons sur le territoire des productions qui sont déficitaires, notamment les fruits et légumes. Nous allons voir des réflexions qui ont été portées par la suite là-dessus, sur ce sujet-là. Sur les oléoprotéagineux. Et nous avons sur notre territoire d'élevage, un peu comme au niveau national, un phénomène croissant de conversion donc, de l'élevage laitier qui passe plus sur de la viande. Une méthode PAT pour essayer d'imaginer comment nous allons pouvoir avancer sur ce changement désirable et réaliste pour atteindre certains objectifs sur 2050. Nous avons commencé par une démarche participative avec des ateliers de territoire sur lesquels on a fait le tour de nos différents secteurs de façon à comprendre comment chacun fonctionnait dans son petit bout de territoire, son bassin de vie. Et nous avons réfléchi de façon systémique. Il fallait bien arriver à voir tout ça de la fourche à la fourchette, comme on a l'habitude de le dire maintenant sur ce genre de problématique qu'est l'alimentation. Donc, on ne part pas de rien, on ne part pas d'une feuille blanche, on s'appuie sur ce qui existe déjà. Ça nous paraît important, on ne refait pas certaines choses. 3 notions clés sont apparues sur cette démarche participative. La défense de la qualité des produits, une agriculture rémunératrice, et on voit bien aujourd'hui que c'est une revendication qui arrive dans les priorités, et un respect de l'environnement. Nous avons travaillé avec la méthode After 2050, faite par Solagro, ce qui nous a permis de définir 6 objectifs stratégiques. Dans ces objectifs, donc, on touche à tous les maillons de la chaîne de valeur alimentaire. Le premier, on travaille bien sûr sur le maintien de nos surfaces agricoles en qualité et en quantité suffisante. Notre deuxième objectif, c'est l'accompagnement
de l'évolution des pratiques de la profession avec le maintien de la valeur ajoutée localement et l'adaptation au changement climatique. Notre troisième objectif est le maintien des filières existantes en les structurant et en essayant d'en monter de nouvelles. Je vais vous donner un exemple juste après, pour répondre aux besoins alimentaires que nous aurons demain. Nous allons travailler bien sûr sur les fruits et légumes, puisqu'on a un gros déficit sur notre secteur. De travailler aussi sur les outils de transformation, puisque la valeur ajoutée va nous arriver aussi par ces outils de transformation. Garder nos laiteries, garder les abattoirs, garder les minoteries, qui sont vraiment des équipements sur un territoire comme le nôtre, qui sont structurants et qui sont vraiment à fort enjeu. Et on va pouvoir regrouper nos 3 autres objectifs sous le thème, d'accompagnement des changements aux pratiques alimentaires, que ce soit auprès des citoyens, des commerces, sur les questions de santé, et la restauration collective. Pour pouvoir avancer, donc il nous faut une équipe, il nous faut un petit chef d'orchestre. Donc on a au départ, une équipe de coordination qui est composée de techniciens et d'élus de terrain. Un COPIL, qui s'élargit d'année en année, où nos financeurs bien sûr sont là, où nous invitons tous les EPCI, le conseil départemental du 63, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les associations de développement agricole comme Bio63 et aussi certaines écoles agricoles. Nous avons un collectif de chercheurs qui est associé au PAT depuis le démarrage de notre démarche. Nous avons la chance d'avoir un écosystème de la recherche qui est assez dynamique sur le secteur. INRAE, de l'AgroParisTech, du VetaGroSup, de l'Université de Clermont-Auvergne. Donc, c'est un appui qui est important pour nous élus. Ces chercheurs, ils nous sortent, comme on dit de façon plus archaïque, ils nous sortent la tête du guidon. Ils nous obligent à regarder plus loin, ils nous obligent à regarder autrement, pas seulement en termes de financement, pas seulement en termes de… voilà, c'est vraiment voir au loin ce qui peut être réfléchi, comment on peut avancer, que ce soit sur les sujets de transition agricole ou de transition alimentaire. Et nous sommes un PAT un peu mature maintenant, donc pour eux, c'est un beau terrain de jeu. La réciprocité vient là pour ces chercheurs. Nous avons donc 15 chercheurs dans ce collectif et il y a une charte pour régir bien sûr le fonctionnement de ce collectif de chercheurs. Tout ça fonctionne aussi avec un observatoire donc du système alimentaire territorial et du PAT. Donc c'est un état des lieux fouillé de l'existant en matière de foncier, de resto collectif, de santé. Nous l'avons commencé en 2022 avec l'appui de l'agence d'urbanisme de Clermont Métropole. C'est un travail qui se poursuit avec des mises à jour dans les prochaines années parce qu'on s'est fixé un certain nombre d'objectifs à 2050 et à voir si on doit rebouger les lignes, si on a été trop ambitieux ou pas assez. Voilà, tout ça n'est pas figé, tout ça est en construction, tout ça avance au fur et à mesure des discussions que l'on peut avoir, que ce soit par le COPIL ou par le forum alimentaire. Une fois par an, nous faisons une sorte de grand-messe où tout le monde est invité, où tout le monde vient discuter de ces problématiques. Et c'est de ce forum alimentaire souvent que émergent les prochaines étapes que nous allons travailler dans l'année suivante. Nous avons été labellisés de niveau 2 sur l'année 2021, ce qui nous permet d'avoir donc des nouvelles structures PAT qui se montent à une échelle plus proche du territoire, puisque comme on a vu sur la première diapositive, on est sur un très grand territoire. Donc certains EPCI commencent à monter leurs propres projets alimentaires et ça nous permet d'être, entre guillemets, le grand frère qui donne un petit peu la façon de pouvoir avancer et surtout de ne pas refaire un certain nombre d'études ou voilà, de réflexions que l'on a déjà pu avoir. Nous allons rentrer sur les cas beaucoup plus concrets.
Voilà. Un PAT où on expérimente. Nous avons donc animé des ateliers citoyens consommateurs sur les légumes locaux distribués en grande et moyenne surface. Alors, le premier constat que nous avons eu sur notre territoire, c'est que 63% des achats alimentaires des ménages se font sur les grandes et moyennes surfaces. Et dans les objectifs que nous nous sommes fixés à 2050, nous cherchons à avoir 50% d'autonomie sur nos fruits et légumes, ce qui veut dire que nous devons trouver 4000 hectares sur notre territoire à faire basculer sur ce genre de production. Donc, nous avons monté des groupes de travail sur 3 secteurs, donc Thiers, Ambert et Clermont. Et nous avons fait travailler donc des habitants. Nous sommes très modestes au niveau de notre panel d'habitants, hein. Nous avons eu que 36 habitants. Ça nous donne une idée. C'est pas une valeur fixe, hein. On est bien conscient de la limite de notre petit panel. Et nous leur avons posé la question: quels sont vos critères pour un développement plus juste, plus durable de la production de légumes locaux distribués dans les grandes et moyennes surfaces? Et on leur a dit, c'est pas vous avez 4 heures, là vous avez 6 mois pour pouvoir réfléchir. Donc, l'idée, c'était bien de remettre le consommateur au centre de la réflexion, puisqu'il est quand même assez écarté du système alimentaire, le consommateur. Donc, c'était de leur donner cette possibilité d'être acteurs et de pouvoir donner leurs propres idées. Donc, plusieurs sessions de travail ont été faites avec des visites de ferme, avec des visites de supermarchés, savoir comment on produit, quelles sont les problématiques, quelles sont les problématiques quand on doit acheter de l'autre côté et distribuer des produits comme les légumes, entre autres. Et de ce travail-là est sorti 5 propositions pour donner aux grandes et moyennes surfaces locales. Nous avions quand même, l'idée, c'était pas seulement de faire travailler nos citoyens consommateurs, c'était bien qu'ils puissent continuer dans l'action par la suite. Il y avait eu certaines expériences au niveau national où on avait demandé l'avis de citoyens, ça avait pas été, voilà. Et tout de suite, c'est vrai que les consommateurs nous ont demandé: qu'est-ce que vous allez faire de nos propositions? Est-ce que ça va rester dans un placard? Est-ce que ça va avancer? Donc, les 5 propositions, vous les avez en bas à droite qui ont été faites. Et donc, la suite qui est donnée à ce travail-là, c'est un partenariat avec une GMS, Auchan, en l'occurrence, et l'école de commerce de Clermont-Ferrand, qui vont essayer donc de faire passer les propositions de nos consommateurs sur la grande surface et voir comment la grande surface peut s'approprier ce genre de propositions, les attentes de ces consommateurs qui côtoient leur rayon. Donc voilà où nous en sommes sur cette expérience-là. Sur une autre expérience, je vous parlais de filière. Donc là, l'expérience est de structurer une filière en pain bio pour approvisionner donc la restauration collective. Le constat, donc, c'est que le pain est un produit du quotidien. Il est sur nos tables plusieurs fois dans la journée. Difficile de trouver du pain bio pour la restauration collective sur notre secteur. Et là, nous avons vu venir 2 fermes qui sont venues voir les élus et techniciens du PAT et qui nous ont demandé de l'aide pour pouvoir monter ce projet. Donc, de nouveaux débouchés pour eux, donc créer cette filière pour entretenir une dynamique et le développement aussi de la bio. On a tous entendu parler de difficultés sur ce secteur-là. Et donc, la loi Egalim qui demande à avoir un pourcentage de produits locaux et bio dans les menus, et pour autant des collectivités qui ont des difficultés à pouvoir avancer. Donc, tout ça a été sur une réponse d'un projet à manifestation d'intérêt, une AMI. Nous attendons la réponse de cette AMI. Nous avons un partenariat aussi lorsqu'on a commencé à
a évoqué cette idée de construire cette filière-là. On a les boulangers, le syndicat des boulangers qui est venu, et un boulanger Arthur, le boulanger, qui est venu nous voir en disant je suis intéressé, je veux bien venir travailler avec vous, je veux bien fonctionner avec vous. C'est là où on voit que la démarche du PAT commence à rentrer dans l'idée, et on devient un acteur où on vient frapper à notre porte pour avoir des renseignements, pour monter des projets, pour structurer certaines filières. Donc là, nous sommes en attente de la réponse, et nous avons rajouté au niveau chercheur la réalisation d'un pain santé avec des farines bio, locales, recette au levain et à base de farine avec de la légumineuse. Oui, on est sur la Limagne, je suis d'accord avec vous, monsieur. Autre exemple sur lequel on avance, donc on va revenir par rapport à notre notion de patrimoine. Et là, je vous présente notre star locale qui s'appelle la Ferrandaise. Donc, cette vache qui était prête à disparaître du secteur, qui, par une association, est arrivée à reprendre un potentiel qui la met un petit peu moins en danger. Et forcément, donc, les problématiques que nous avons sont ces ouvertures de paysage, cet équilibre que nous devons garder entre forêt et prairie. Donc, notre SAU, c'est 67% du territoire du PAT et du Grand Clermont et du Livradois-Forez. Mais sur la partie parc Livradois-Forez, nous avons une forêt qui est à 55% présente. Donc, comme Jean-Pierre le disait, je suis élue d'une toute petite commune et ma commune est boisée à 82%. Donc, les ouvertures de paysage, chez nous, ça a du sens, ça parle, on en a besoin. Nous avons une activité pastorale traditionnelle. Nous avons 6000 hectares d'estives qui sont exploités par différentes fermes. On travaille sur un élevage à l'herbe où on est peu intensif, donc qui est principalement forcément concentré sur le secteur du Livradois, puisque la plaine de la Limagne forcément travaille plus avec tout ce qui est la partie céréale. Donc, nous avons donc des espaces forestiers et pastoraux qui sont au carrefour de beaucoup d'enjeux, donc du changement climatique, une problématique de raréfaction de la ressource en eau, l'augmentation aussi de besoins pour les troupeaux, la prédation qui n'est pas très loin. Donc, on se dit qu'à un moment, ça va nous arriver aussi sur notre territoire. Le multi-usage des patrimoines avec les activités de pleine nature où il faut arriver à tout concilier. On est un territoire aussi touristique et lorsque nous avons donc des estives, il faut arriver à faire comprendre qu'il faut refermer des barrières, que c'est des petits détails qui font que on arrive à avoir une bonne entente entre des éleveurs et des gens qui passent sur notre secteur. Le renouvellement des générations agricoles, je vous ai expliqué que nous avions 40% de nos chefs d'exploitation qui avaient plus de 50 ans, et forcément de l'accès au foncier, qui est quelque chose d'assez compliqué dans notre secteur. Donc voilà pour notre richesse agricole et écologique au niveau de notre patrimoine. Alors comment on travaille en partenariat, comment on travaille en collectif pour pouvoir avancer là-dessus? Sur la partie donc, du parc, nous sommes porteurs d'un plan pastoral territorial. Nous travaillons avec Auvergne-Estive, qui a une grande expérience sur la partie des Alpes, sur ce domaine-là. On a commencé par une enquête pastorale qui a été faite commune par commune, donc on est sur quelque chose qui est très très précis, en discussion avec des élus, des agriculteurs, et où on a pu mettre des besoins associés face à chacun des secteurs. Et donc là, nous sommes dans le programme de soutien au pastoralisme où on demande à ce que les structurations soient collectives au niveau des agriculteurs. Ça ne redescend pas, l'argent redescend aux agriculteurs, mais par contre pas à un individuel. Il faut que ce soit sous forme collective. Donc sur des problématiques foncières, sur des points d'aménagement d'eau pour le bétail, sur du logement pour les cas des estives où des bergers restent en place.
voilà, sur de l'optimisation des conditions de pâturage. Tout ça pour en arriver avec un partenariat, voilà, là où on avance campagne-ville, un partenariat entre les cantines de la métropole et l'association de la Ferrandaise, pour arriver donc à un bourguignon de vaches ferrandaises. Ce sera la 2e édition en 2024, où 11 communes de la métropole de Lyon vont proposer ce plat-là dans leur cantine, plus un CCAS. C'est 1500 kilos de viande qui nous ont été commandés. Ce qui fait donc les avants de 11 vaches, sachant que c'est le plus difficile à valoriser, l'avant de la bête. Et donc là aussi, nous sommes en partenariat avec l'INRAE pour pouvoir avancer là-dessus. Voilà rapidement, j'espère avoir tenu mon temps, Jean-Pierre, ne pas avoir trop débordé. Et j'attends vos questions. Mais c'est miraculeux, c'est une tradition qui se perd, qui était d'être systématiquement en retard dans les colloques ou leur version numérique qui est le webinaire. De plus en plus, les gens sont d'une discipline extraordinaire, ils se plient au temps qui a été imparti. Et on n'a même pas besoin de mettre en place des petits panneaux, disant il vous reste 3 minutes, vous avez dépassé votre temps, etc. Alors là, il y a eu un paquet de questions dont je vais essayer de me faire l'interprète. D'abord, je reviens dans le chat. Voilà. Il y a une question sur les acteurs du social et en particulier les restos du cœur. Est-ce qu'il y a une... je vais donner toutes les questions et vous y répondrez de manière peut-être groupée. Hein. Donc, quid des acteurs du social? Est-ce qu'ils sont associés à ce PAT, à ce projet alimentaire territorial? Deuxième question, quelle est la position de la grande coopérative, entre guillemets coopérative Limagrin, quand même un grand maître de l'exportation vers le vaste monde des productions de la Limagne. En gros, comment voit-elle cette initiative de pain local et de circuit court en matière de céréales panifiables? C'est pas forcément évident. C'est pas vraiment de la concurrence, mais ça peut être un modèle peu apprécié. Dans le même ordre d'idées, comment fonctionne l'ONF vis-à-vis du pastoralisme versus la forêt dans le PNR Livradois-Forez? On demande aussi si dans cette partie monde du Livradois et du Forez, c'est plutôt des vaches laitières ou à viande. Est-ce qu'on a des exemples de réouverture d'espace au profit du pastoralisme? Et puis, quel est le type d'exploitation en forêt? Je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans le chat. D'autres choses peuvent venir. Je vous encourage à vous inscrire dans ce système de questions-réponses en ligne pour les deux intervenantes, après que nous ayons eu les réponses de Nathalie aux questions qui viennent un peu ponctuelles qui ont été posées. Alors, concernant l'ONF et le pastoralisme, notre territoire est un territoire où nous avons 10% de forêt sous gestion ONF et 90% de forêt sous gestion privée. L'ONF voit d'un bon angle notre pastoralisme, de même que les services incendie, on les associe sur notre plan pastoral. Ce sont des gens qui sont invités de façon à ce que l'on puisse réfléchir ensemble. Il ne faut pas qu'on oppose forêt et agriculture. On a de la complémentarité à travailler ensemble. C'est pas le plus difficile au niveau discussion. La discussion est assez bonne. Le type d'exploitation forestière, eh bien, écoutez, en tant que vice-présidente au parc, nous prenons de manger l'intérêt, mais pas le capital de la forêt, d'accord? Donc, avec forcément du jardinage, avec ce genre de gestion durable de nos bois. Nous sommes face à de la coupe rase aussi, qui n'est pas forcément que sanitaire. Mais la problématique que nous avons, ce sont 90% de forêts privées et c'est un choix de propriétaire de faire une coupe rase.
Nous sommes en révision de charte, nous essayons de travailler sur cette problématique de gestion durable et de coupe rase. C'est une problématique sur tous les massifs, je pense qu'il peut y avoir. Concernant le pourcentage viande-lait, eh bien, si nous étions un secteur plutôt laitier dans un premier temps, nous voyons quand même pas mal d'exploitations passer sur la partie viande, avec toute la problématique que l'on a de la viande, hein, de l'image que la viande a dans le régime alimentaire et de ce que nous aussi nous prônons dans l'assiette type 2050. Ce que nous cherchons à avoir, c'est une viande de qualité. Une viande qui soit menée jusqu'au bout sur notre territoire. Nous faisons partie des territoires où notre viande s'en va un petit peu plus loin à certains moments et puis revient revient dans les étals, revient dans les étals un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est bien, là aussi, c'est un modèle financier, que ce soit sur l'agriculture ou que ce soit sur la forêt, les virages ne se prennent pas à 90 degrés. Ce sont des choses qui sont sur des temps longs. Il faut arriver à convaincre et puis il faut du temps en face pour pouvoir tourner le volant. Le volant ne tourne pas d'un seul coup. Faut pas demander aux exploitants ou demander aux agriculteurs de virer de bord d'un seul coup. Nous avons de l'accompagnement, je vous ai dit dans le deuxième objectif que nous avions dans le PAT, nous avons de l'accompagnement justement sur les fermes pour ces bouts de virage qu'il faut amorcer et qui sont importants d'amorcer et de plus en plus rapidement. Ils sont conscients la plupart du temps que les modèles des fois dans lesquels ils sont compliqués et recherchent comment avancer autrement. Le positionnement de l'imagrin, eh bien, nous avons été vus comme un petit poussé au départ, qui arrivait sur le secteur. Oui, c'est un géant, hein, l'imagrin. Attention au syndrome David et Goliath. Nous sommes convoqués chez l'imagrin pour pouvoir discuter. Voilà. Par rapport à la filière du pain local, je ne pense pas qu'on les dérange. Voilà, on joue pas du tout dans la même cour. Il nous est demandé par la DRAF de travailler de plus en plus avec les agro-industriels, donc d'aller voir du limagrin. Nous avons travaillé avec Bruggen, qui est sur Thiers, qui fait donc tout ce qui est, comment on appelle ça, les céréales ultra transformées qui sont mises au petit déjeuner. Ils s'intéressent, ils sont curieux de savoir ce qui se discute dans nos copiles, comment les gens veulent avancer. Vous dire qu'on arrivera à les faire changer comme ça, faut pas non plus, voilà, faut rester humble quand même dans la démarche. Mais on garde le contact. L'idée est bien d'avancer là-dessus. Les acteurs du social, on y travaille, oui, par rapport à la santé. On essaye d'avancer là-dessus. Certains PAT ont travaillé vraiment sur la partie chèque alimentaire, des choses comme ça. On n'est pas rentré jusque-là dans ce domaine-là. Sur la charte du parc, nous l'écrivons entre un plancher social et un plafond environnemental. Donc, on va essayer de rentrer un peu plus là-dessus. On est un territoire où on n'a pas des gros salaires, il n'y a pas des gros revenus, où on a quand même une pauvreté assez importante. Donc, c'est important pour nous aussi d'arriver à travailler là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions. J'en vois pas d'autres, mais elles peuvent encore venir. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre présentation d'ensemble, c'est que vous partez finalement de l'existant, à la fois comportemental. Les gens s'approvisionnent et pour les 2 tiers en grande surface. On peut essayer enfin, il faut partir de là pour essayer de l'infléchir. Mais enfin, c'est quand même un élément important qu'on puisse trouver en grande surface, à l'exemple de ce qui se passe dans le Vorarlberg, des produits qui seront distribués comme ça aussi. Puisque, après tout, les gens vont là, autant que ce qu'ils ramènent dans leur chariot ne soit pas des choses qui viennent de l'autre bout du monde. La planète s'en portera mieux et notre santé sans doute aussi. La deuxième chose, c'est aussi de la restauration collective. Et là, l'exemple qui est donné sur la vache ferrandaise, c'est très éclairant, très intéressant, même si c'est un peu symbolique et si on n'est pas encore dans les grandes masses, on a quand même là aussi un certain nombre de choses intéressantes.
Sur la restauration collective, on a Clermont. Clermont, c'est 6000 repas jour. Donc, c'est en resto-co. Dans le partenariat qu'on a avec la métropole les cantines de la métropole de Lyon, quand vous avez le chef cuistot là, de la métropole de Lyon qui vient vous visiter l'abattoir d'Ambert, qui commence à découvrir comment les vaches, quel type de vaches arrive sur cet abattoir, comment tout cela fonctionne. Vous vous dites, on commence à enclencher des changements, on commence à avancer autrement. On a toute la problématique aussi de la commande publique derrière, qui n'est pas facile à gérer. On a par exemple l'hôpital d'Ambert, où on a un chef cuistot sur l'abattoir d'Ambert qui dit non, je ne veux pas prendre tout sur le groupement d'achat hospitalier. Je veux garder mon petit bout là d'approvisionnement local. Et il y arrive, il tient le coup, sachant que s'il se rate, voilà, le système hospitalier ne lui fera pas de cadeau, quoi. Mais on tient sur des personnes, c'est vraiment du lien humain pour pouvoir construire derrière. On ne peut pas avancer sans ça, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Alors, il y a une question de AB qui est très pertinente. Après, je ne sais pas qui est AB, et d'où il parle, mais ou elle. Le système de réponse à des appels à projets n'est-il pas un frein à la continuité de l'action? Effectivement, comment on passe son temps à faire des choses un peu ponctuelles, à imaginer des appels à projets sur tel et tel sujet. C'est-à-dire, ces dernières années, on en a vu pratiquement tous les ans qu'il y avait des appellations un peu différentes. Petite ville, petit village. Aujourd'hui, maintenant, on est passé aux périphéries à requalifier. Une fois qu'on a fait l'appel à projet, effectivement, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, les pâtes, ça a l'air de tenir pendant un certain temps, parce que c'est un héritier, je crois, de la loi de 2014. Ça fait bientôt, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Il y a un nombre, il y a un système de labellisation et un nombre de croissant de ces initiatives locales. Je ne suis pas certain que ça soit piloté de manière trop précise sur le plan de la méthodo et de la diffusion des méthodes et des bonnes pratiques par le ministère de l'Agriculture, qui en est le promoteur et le régulateur. Néanmoins, ça marche. Ça se développe. Voilà. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Alors, ça marche parce qu'on nous a laissé les rênes. Oui, Monsieur Sana. Excusez-moi, j'avais une question dans cet esprit-là. Effectivement, les programmations, c'est la chasse au territoire de projet, comme ça, passer d'un programme à l'autre et à s'adapter un peu aux procédures plus que les procédures s'adaptent au projet de territoire. C'est qu'à un moment donné, dans votre programme alimentaire territorial, il y a quand même des grandes collectivités. Le conseil général, il est responsable des collèges, les régions sont responsables des lycées, les communes et les EPCI de la restauration scolaire en primaire. Est-ce qu'à un moment donné, ces collectivités-là s'approprie aussi l'offre que vous êtes en train de structurer, parce que c'est très puissant et ça valorise quand même les produits des agriculteurs. Oui, on a des plateformes d'achat qui se sont mis en place. Parce qu'en fait, la problématique aussi que l'on a, si vous voulez, c'est quand on vous annonce du 6000 repas jour, le jour où vous avez décidé de faire des carottes, il faut pouvoir avoir ce qu'il faut en face comme carotte, quoi. Et la carotte, il faut arriver à structurer la production aussi de la carotte. Et c'est là où les deux territoires sont vraiment complémentaires, parce que on a des fermes qui se sont mises ensemble de façon à éviter d'être concurrentes aussi et à planifier la production. C'est-à-dire, on va commencer la carotte en bordure de Clermont, parce qu'un peu plus chaud, et on va finir de la carotte à 1000 mètres d'altitude comme sur ma commune, où on va pouvoir approvisionner en carottes tout au long de l'année de la restauration collective. À savoir que la deuxième problématique que l'on a avec la restauration collective, c'est que là où ça produit, c'est là où on a les enfants qui sont en vacances. C'est-à-dire que là où vous avez sur notre secteur la courgette qui donne à plein régime, eh ben, c'est pas là où on a le plus grand débouché en frais. Donc c'est là où nos filières de transformation
sont importantes à structurer pour pouvoir avoir de la conserve à l'appui. Et ensuite, sur les collèges et sur le département, par exemple, du 63, vous avez une plateforme où les collèges peuvent venir chercher leur approvisionnement en produits locaux. C'est la plateforme qui fait le regroupement des différentes fermes approvisionnant. Et après, derrière, c'est toute la logistique et on en arrive à ce fameux dernier kilomètre qui n'est pas le plus simple à gérer parce que voilà, on ne peut pas demander à un agriculteur à la fois de produire, de commercialiser, de livrer. C'est là où il faut qu'on arrive à structurer aussi toute la partie logistique sur le territoire. Alors, on avait Alexis Muller qui a levé la main, mais il y a un bon moment déjà. Alors, je ne sais pas si Monsieur Muller veut toujours prendre la parole, mais maintenant, c'est le moment. Eh bien non, il est parti. Jean-Pierre, ton micro est coupé. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport aux projets alimentaires territoriaux tels qu'ils ont été montés au départ par le ministère de l'Agriculture, la chance que l'on a eue, c'est qu'ils ont laissé à chaque territoire, et ça c'était important, ils n'ont pas donné le mode d'emploi qui descendait de l'État. Chaque territoire s'est approprié, chaque territoire a pris ses problématiques en fonction de sa géographie et de ce qu'il voulait travailler au niveau du territoire. Et je pense que si on dure autant dans le temps, c'est parce qu'on a cet espace de liberté au niveau des territoires pour pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment la parole d'élu qui avance là-dessus, où on ne se sent pas coincé dans un mode d'emploi. Dans un mode d'emploi. C'est rigoureusement l'antisane. Le zéro artificialisation nette, il est dans un tel niveau de détail que finalement, il bloque les initiatives. Il y a un certain nombre de techniciens de la Tour Sequoia qui ont voulu absolument définir ce que c'était qu'un jardin autour d'un pavillon. Alors, il y a un nombre d'arbres, etc., etc. Alors, du coup, ça provoque une espèce de levée de bouclier, puisqu'il y a une sorte de dépossession. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, on a une autre procédure qui est très peu normée, qui est assez, qui peut sans doute avoir de l'avenir si on la développe un peu plus, c'est sur les plans de paysage, puisque là, on est sur le volontariat et qu'on est sur un système d'initiative qui touche à la fois à un débouché de planification donc de long terme et à un débouché de réalisation concrète qui peuvent porter notamment sur des éléments de patrimoine qu'on veut restaurer, revisiter, un peu comme ce qui se passe à Nantes sur les périphéries et la manière de présenter les fouilles archéologiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, j'ai une personne qui lève la main, Jean-Marie Ballier, donc je vais lui permettre de prendre la parole. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Moi, je ne suis pas élu. Je suis médecin, mais spécialisé dans un domaine très particulier qui sont ceux des sciences historiques et des fortifications. Et si j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions, de manière pratique, pour revenir à ce lien qui est souhaité et à mon sens toujours indispensable, sites paysages, espaces patrimoniaux, sur les régions frontières, les espaces fortifiés sont souvent une opportunité qui me semble tout à fait intéressante pour créer ce lien entre le centre urbain, la ville, mais surtout à partir du 19e siècle et encore au 20e siècle, un ensemble fortifié sur les hauts avec de très belles perspectives sur les paysages, mais qui sont dans la campagne. Ah non, je ne peux pas voir. Je suis. Oui. Donc, je suis régulièrement sollicité pour des expertises aussi dans ce domaine. Et pour trouver des outils et du lien, en particulier avec la population, parce que c'est quelque chose qui est essentiel, la population et leurs représentants, les élus, je souhaite toujours mettre en avant des structures pas forcément simples à mettre en place, mais comme le pays d'art et d'histoire,
ou bien également le SIAP, donc qui permettent quand même de structurer les interventions, de monter des projets et à travers ça aussi de susciter l'adhésion à la fois des élus, de la population et de déboucher sur ce qui a été aussi suggéré par plusieurs intervenants, c'est le paysage, puisque c'est quelque chose d'essentiel. Ça permet d'avoir des approches variées. Donc, ma question à ce propos, c'est en termes d'outils, le SIAP, Pays d'art et d'histoire, est-ce que ça vous paraît être des instruments judicieux ou bien est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous pourriez suggérer? Alors, qui veut répondre? Merci pour cette contribution qui est très forte. Qu'est-ce qui Oui, moi je veux bien. Facile. Oui, je veux bien rebondir en effet sur cette question-là parce que c'est une question, vous prenez l'exemple d'un contexte plus rural et en effet, il me semble que le pays d'art et d'histoire, c'est un outil qui a quand même fait ses preuves sur le maillage et le portage de projets sur un ensemble intercommunal. Moi, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus sur ce contexte-là. Par contre, la dimension, en effet, de labellisation d'art et d'histoire, on est en train de se poser cette question à Nantes Métropole. Hein. C'est un des projets, en effet, de passer de Nantes Centre, qui a été labellisé Ville d'art et d'histoire, et donc il y a de nombreuses années, et aujourd'hui arriver à intégrer une dimension métropolitaine derrière ces outils-là. Et en effet, c'est pas simple, mais c'est une excellente solution de dialogue qui peut se mettre en place. Et puis sur la question des SIAP, le projet du chronographe, à l'origine, était une sorte de SIAP, en effet. Et ces outils, enfin moi j'ai du mal à faire le distinguo, je dois dire, entre musée et SIAP quelquefois, parce que je trouve qu'il y a une vraie évolution aujourd'hui dans les projets de musée qui font que certains seront des SIAP et inversement, certains SIAP peuvent présenter des objets et l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et en effet, c'est un réseau qui est très riche. SIAP, ça veut dire Centre Centre international. d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est deux dispositifs qui sont soutenus, en tout cas le label Ville d'art et d'histoire et les pays d'art et d'histoire, c'est donc des dispositifs qui sont soutenus par le ministère de la Culture, hein, et on demande en effet aux pays d'art et d'histoire et aux villes d'art et d'histoire de se doter d'un SIAP. Voilà. Ah, d'accord. Ah, et j'ai vu le chat. Non, c'est Maria Carr qui doit nous quitter. On la remercie beaucoup de sa présence et on souhaite vraiment une belle réussite au projet des chemins verts de Florence qui se développent dans de très belles conditions et grâce à elle. Alors, nous avons une deuxième main levée dans le chat de Arnould. Donc, je donne la parole. Brigitte Arnould. Oui. Très ancienne et fidèle membre du groupe de travail. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir et merci beaucoup à tous. M'entendez-vous? On t'entend, mais on ne te voit pas. Très bien, très bien. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas Vas-y, pose ta question. qui me permettent, mais peu importe. Moi, je voulais attirer l'attention sur ce que j'appellerais les effets d'effet. Effets dans trois sens du terme. Premièrement, les effets d'échelle. Selon les échelles auxquelles on considère les choses, l'appréciation est complètement différente et donc l'aboutissement des résultats aussi. Deuxième point, les effets que je qualifierais de pervers, que l'on connaît bien, notamment dans la sphère administrative, qui font que les résultats obtenus ne sont pas toujours ceux qu'on imagine, parce qu'il y a toujours des biais. Troisièmement, et c'est peut-être la conclusion des deux précédents, les effets de bulle. Les élus de manière générale, pas tous ceux, heureusement, que nous avons pu rencontrer dans ce groupe de travail,
sont des élus qui n'ont pas toujours les pieds sur terre. D'où l'importance de ces rencontres avec les populations, dont je remercie le groupe de travail et qui permettent, au travers de la démocratie locale, de progresser et de prendre la vraie dimension des problèmes. Merci. Voilà, merci de tes remerciements. Qu'est-ce qui veut répondre entre Anne-Catherine et Charlotte? C'était deuxième, Catherine. Qu'est-ce qui parle? Oui, Charlotte. Catherine, Non, vas-y, en Charlotte. tout cas, pour ce qui est des biais de l'administration, c'est sûr qu'on en connaît un rayon hein, pour y être. Voilà, on est pleinement conscience de l'inertie, de la lourdeur, et donc on essaye toujours de se garder de ces biais. Mais je crois que ce qui nous préserve, comme vous le dites, Brigitte, c'est de rester connecté au terrain, de ne jamais perdre ce lien au terrain et à l'expérience locale qui nous remet toujours à notre place. Voilà, et qui fait qu'on ne peut pas toujours faire des politiques transposables ou qui aillent pour tout le monde. Après, sur le dernier biais qui est la bulle des élus, en effet, eux aussi, il faut qu'ils aient une certaine proximité avec leur territoire et selon l'échelle, justement, de l'instance qu'ils doivent gérer. Parfois, ils s'en déconnectent aussi parce on dépasse peut-être l'échelle du raisonnable, qui fait qu'on peut garder cette proximité. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aujourd'hui à l'heure des fusions de communes, des communes qui se rassemblent, voilà, Des intercos des XXL. intercos, des intercos, oui, XXL, tiens, c'est un joli terme. C'est vrai que tout d'un coup, ce gigantisme peut nous amener à nous interroger sur voilà, la connexion qui pourrait perdurer entre des usagers et des élus qui deviendraient stratosphériques, mais dont on espère qu'ils resteront en effet au fait des enjeux locaux de leur territoire, surtout. Voilà, et qui se comportent d'abord comme des citoyens avant d'être élus. Voilà. Mais c'est une question qui concerne tout le monde, à vrai dire, hein, que l'on soit élu, que l'on soit dans l'administration ou que l'on soit entrepreneur ou autre. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est à la fois un professionnel et un usager, et qu'en tant qu'usager, on reste un citoyen et on a aussi des besoins qu'il ne faut pas perdre de vue et des enjeux à ne pas perdre de vue, qui sont collectifs pour le coup. Voilà. Mais peut-être est-ce aussi, comment dire, c'est pas plutôt que d'attaquer sous l'angle des personnes, des élus, serait ceci ou Oui, cela. voilà, oui. C'est peut-être, comment dire, cette question-là n'est pas un enjeu politique et peut-être qu'il faut l'investir davantage sous l'angle de la science politique. Ah, C'est important. oui. Alors la connaissance permet toujours d'enrichir. Voilà, quand on est sachant, quand on distille la connaissance, l'archéologie, on a un bon exemple, mais voilà, c'est loin d'être la seule discipline qui se préoccupe de ça. Dès lors qu'on éclaire un peu les gens et qu'on met en perspective aussi les choses historiques, ça va beaucoup mieux. Donc en effet, c'est pas forcément une question c'est pas des débats qui sont réservés aux politiques, ce ne sont pas non plus des débats qui sont réservés qu'aux experts et forcément qu'aux scientifiques. Ça n'est pas non plus des débats réservés qu'à une démocratie. En tout cas, il faut qu'elle soit éclairée. Voilà, il faut que ce peuple soit éclairé. Donc, ce partage de connaissances, oui, il est crucial. En ce sens-là, oui, le scientifique, je pense qu'il est important. Très bien. Non, on n'est pas. Si on a mis l'accent dans cette série de travaux hein, du groupe sur l'importance des élus, c'est justement leur vertu d'interface entre les citoyens qu'ils voient quand même Madame Johanna Roland à Nantes, hein, quand même un peu plus que si elle était dans un ministère à Paris, même si c'est très grand Nantes, et si bon voilà. Et puis évidemment dans les communes de 53 habitants, c'est du quotidien. Donc l'interface des élus vis-à-vis de la population et des grands décideurs, d'une part, et d'autre part vis-à-vis des différents types de techniciens, notamment des techniciens du patrimoine, dont on a vu au fil de la journée qu'ils n'étaient pas totalement en phase les uns avec les autres et qu'ils pratiquaient assez volontiers la démarche des tuyaux d'or, du silo, tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire de l'hyperspécialisation. Et l'un des objectifs du groupe, qui est un rocher de Sisyphe, hein, c'est justement de rapprocher les disciplines, de rapprocher en particulier les grandes masses patrimoniales que sont la nature et la culture. Parce qu'il y a du boulot encore là-dessus, beaucoup de travail. Anne-Catherine. Oui, ben, à ce titre-là, ça permet de rebondir sur deux questions qui étaient dans le chat.
et qui concerne d'une part l'évolution du patrimoine et d'autre part la question de ces espaces multipatrimoniaux. Et on voit bien à travers les deux expériences qui viennent d'être partagées que qui sont particulièrement contrastées, qu'on est quand même toujours face à des questions d'une part finalement bon, de patrimoine, de démocratie, et qui rejoint ce que vous venez d'évoquer par rapport justement à cette question de la redistribution en fait des savoirs, etc. Qu'on est dans des questions de planification, qu'on est dans des questions particulièrement paysagères et territoriales. Et que de fait, et c'est bien l'axe, enfin un de ces piliers de notre démarche, et de dire oui, on a des espaces multipatrimoniaux, mais il ne faut pas les subir par le haut. Et c'est là qu'intervient cette question d'identification et de partage de la valeur de ce patrimoine. Et par rapport à une question qui a été posée, qui est de dire le patrimoine, ce sont des objets à vendre, mais on se rend bien compte que de cette nécessité de partager des valeurs communes, sans même revenir à cette notion du commun, et que c'est pas à partir de ce moment-là qu'entre élus, population, différents usagers, voire acteurs économiques, on peut mettre en place un projet territorial. Je voudrais citer à ce propos un de nos grands anciens de l'UNESCO et qui a été le conclueur, je crois, du deuxième, troisième peut-être colloque ICOMOS sur ces questions d'espaces patrimoniaux. C'était Azzedine Bechaouch qui disait « Le problème qui se pose, c'est quand ce qui est une valeur commence à devenir un produit. » Bon, voilà, c'était il y a 20 ans. Hein, et ça, le privilège des vieux avec la barbe blanche, c'est de pouvoir citer ce genre de choses. Si j'en crois le chemin de fer de nous sommes maintenant arrivés presque au terme de la soirée, de ce premier ICO-moment, dont on a vu que quelques félicitations se manifestaient dans le chat. On en est collectivement très heureux. Il me semble qu'il y avait aussi une question qui avait... Ah oui, là c'est une petite question technique, mais il faut quand même, on a 30 secondes pour y répondre. Une différence entre un SIAP et un musée, et la présence à sa tête, donc du musée, d'un conservateur diplômé. Est-ce que Cécile de Colasson a une idée de la chose? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est ça la différence? Il peut y avoir un conservateur dans un SIAP. Oui, et il y a surtout musée, à la différence de musée de France, musée n'est pas une appellation contrôlée. Donc, il y a un certain nombre, par exemple, de musées d'entreprise qu'on connaît tous, hein, des musées du chocolat ou des musées de je ne sais, qui n'ont pas du tout de conservateurs diplômés à leur tête. Donc, la distinction, en effet, on peut l'établir avec le label Musée de France du ministère de la Culture. Ok, bon. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je voudrais vous donner un ou deux éléments qui me sont venus à partir de la discussion de ce soir, et qui sont en fait deux illustrations de nos 5 principes du GIEP, de la gestion intégrée des espaces patrimoniaux, et qui ont été illustrés de fait par les deux interventions. Le premier élément, c'est la participation de tous. On en a parlé abondamment au fil des 2 heures de la soirée. Cette nécessité d'acculturer, de développer les compétences, hein, capacity building, disent les anglo-saxons, pour faire plaisir à Brigitte, c'est-à-dire l'ochronographe, c'est de l'archéologie pour tout le monde, qui sort du cercle des spécialistes, qui tente d'avoir un système de diffusion citoyenne, et au-delà de cette diffusion citoyenne, bien sûr, l'objectif, c'est de faire participer l'ensemble des citoyens, des acteurs, des habitants aux décisions et aux réflexions concernant le patrimoine. Et puis, bien sûr, on a vu la gigantesque table du projet alimentaire territorial, où là, on a pris le parti délibérément d'avoir des initiatives qui font participer tout le monde. Bon, même si de temps en temps, on est un peu déçu par le nombre de gens qui contribuent pour de vrai, il y a quand même des manifestations annuelles, des manières de faire, et une nécessité, une volonté que ça soit l'affaire de tous, un peu comme dans la vallée de la Bruche qu'on a visité après Strasbourg, le paysage était l'affaire de tous et que tout le monde y participait réellement. Donc, premier principe, participation de tous. Le patrimoine, ce n'est pas une affaire réservée aux spécialistes, il
faut que tout le monde y mette son nez. Et de ce point de vue-là, les élus sont de bons vecteurs de cette diffusion du savoir et de cette diffusion et de cette diffusion de l'initiative et de la participation au projet. Deuxième principe du GEP qu'on a beaucoup illustré ce soir, c'était un peu comme ça qu'on avait demandé aussi aux intervenants de présenter leur intervention, hein. Mais quand même, ils l'ont fait sans difficulté aucune, parce que tout simplement, c'est ce qu'ils pratiquent au quotidien. C'est un principe qu'ils ont complètement acquis, visiblement. C'est de fonctionner étape par étape. C'est-à-dire de ne pas simplement être dans la stratégie d'ensemble. La stratégie d'ensemble, il y en a dans le projet alimentaire territorial du Grand Clermont-Livradois-Forez, et il y en a dans les principes de la mise en place du chronographe et de l'archéologie comme élément structurant de l'urbanisme nantais, du bien-être nantais en général d'ailleurs. On a vraiment cette nécessité de ne pas rester à l'abstrait. Et si on a envie, ça rejoint le premier principe, que les gens participent, il faut leur donner des choses qui soient de leur quotidien. Il faut que les fouilles, ça ne soit pas un élément abstrait, mais que ça soit au pied, au centre du village. Hein, les Mauves, Sainte-Mauve, c'est ça le nom. Hein. Bon, il faut que vraiment ça soit là, que le pain quotidien, ça soit un des produits immédiats du pâte du Livradois-Forez et du Grand Clermont. Il faut que, voilà, on soit dans la réalisation des choses. Ça me paraît vraiment important. Sinon, on fait dans l'abstrait et on perd en route tous ceux qui avaient quelques velléités de participer aux choses. Voilà. Donc, si on a réalisé ces étapes sur l'eau et le patrimoine, sur le patrimoine entre ville et campagne, et aujourd'hui sur les espaces multipatrimoniaux, c'est pas parce qu'on a forcément les réponses à tout et qu'on a, en particulier sur les aspects de solidarité ville-campagne, c'est vrai qu'on se heurte à des siècles d'une évolution, des siècles 2 ou 3. Mais quand même, 2 ou 3, ça fait long à l'échelle de vie humaine. Donc on a une progressive dissociation des deux types de territoires avec un vrai système à la fois de mépris de l'un pour l'autre, mépris réciproque de l'un envers l'autre, les gens de la ville et puis les bouseux, et d'autre part de réalité de dissociation objective des éléments de solidarité entre ces deux territoires. Et on ne va pas résoudre ça, même avec une douzaine de très beaux exemples qu'on a présentés à Strasbourg, même avec le développement continu qu'on a vu encore ce soir sur Nantes et sur le Grand Clermont et le Livradois, on va pas le faire d'un seul coup. Mais on met en avant, et encore ce soir, un certain nombre de pépites, de petites lumières dans l'obscurité, qui petit à petit font qu'on peut se dire que quelque chose d'autre est possible. Et qu'en matière de patrimoine, on n'est pas simplement dans une sorte de rêve d'esthète et de dissociation d'une élite qui connaîtrait les choses par rapport à des ignorants. C'est l'objectif extrêmement modeste, mais quand même très important, on essaye de poursuivre dans ces réalisations à ICOMOS France plus généralement et dans ce groupe sites, paysages et patrimoniaux auquel je souhaite une poursuite fructueuse de ces activités, mais je crois que les choses sont très bien parties. Voilà, moi j'ai fini pour ce qui me concerne, et je crois qu'il y a une dernière intervention qui revient à Chloé, notre cheville ouvrière dans ce groupe de travail. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci infiniment aux intervenants et aux intervenantes, ainsi qu'aux participants. Merci d'avoir pris part à cette première soirée en ligne, puisque en 2024, voilà, on avait à cœur de lancer un nouveau format qui nous permette de partager nos réflexions et de les enrichir avec ceux qui veulent bien y participer. Donc, on espère pouvoir tenir d'autres ICO-moments cette année. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à consulter notre site internet. On ne manquera pas de partager via ces canaux nos prochains ICO-moments. Voilà. Eh bien, et un dernier point important, ce soir, on a partagé 2 projets de territoire. Sachez que dans le cadre des
des travaux du groupe qui a été présenté ce soir. Il y a également d'autres territoires qui ont été étudiés et vous pouvez retrouver ces expériences dans le cahier numéro 34 d'ICOMOS France qui est disponible sur notre site internet. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous. Et on peut revoir, oui, important, Isabelle me le rappelle, bien sûr, tout ça a été enregistré, donc ce sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée, au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir à tous. merci beaucoup.